Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons des histoires de personnes dévorées par de grands requins blancs, d'une prise de pêcheurs sous-marins qui atteint l'eau en rouge, à un touriste piégé derrière des barres d'acier en Australie méridionale. Mais d'abord, au large de Guns Bay, un jeune plongeur entre dans une eau verte et calme, ignorant qu'une masse énorme monte des profondeurs. Le 27 mai 2015, au large de Guns Bay, dans le Western Cape. Le matin était calme avec des nuages gris, une faible lumière du soleil et une eau encore verte. L'équipage de plongée vérifiait leur équipement tandis que les algues dérivaient près de la surface et que les mouettes volaient de bas à la recherche de nourriture. Ethan de Klerk avait 24 ans et n'était pas quelqu'un qui prenait des risques inutiles. Il était étudiant en deuxième cycle, travaillant avec un programme de recherche marine indépendant qui étudiait comment les schémas de migration des phoques affectaient les écosystèmes côtiers. Il a appris à plonger à des fins de recherche, pas pour l'excitation. Et bien qu'il ne soit pas expert, son approche prudente et son souci du détail le rendaient fiable. La date limite de sa thèse approchait et après des semaines de mauvais temps, il voulait plonger malgré la mauvaise visibilité. C'était sa chance de collecter les dernières données dont il avait besoin pour son superviseur, une opportunité qu'il ne voulait pas manquer à cause des problèmes météorologiques. Il s'est réveillé avant le lever du soleil, a vérifié le bulletin météo 2 fois et a examiné lui-même son réservoir d'air. Le petit bateau affrété avait 4 personnes à bord, Ethan, son partenaire de plongée, un skipper et un observateur bénévole. Le skipper, un homme local nommé Piet, s'est senti incertain quand il a vu de nombreux phoques regroupés sur les rochers voisins. Il s'éloignait généralement lorsque les bateaux s'approchaient, mais ce matin-là, il restait de regroupés, agités et bruyants. Piet a dit que les requins venaient souvent plus près du rivage à cette période de l'année, mais Ethan a dit qu'il resterait près des chenaux plus profonds. Il a fermé son masque, ajusté sa petite caméra d'action montée sur la poitrine et est entré dans l'eau froide et lourde. Sous la surface, la visibilité atteignait environ 20 pieds. La lumière du soleil se transformait en lignes fines à travers les algues flottantes. Le fond marin était un mélange de sable et de pierre avec des étoiles de mer et des oursins éparpillés autour. C'était calme, à part le doux son des bulles d'air et les cris lointains des phoques venant à travers l'eau. La température de l'eau tournait autour de 60 degrés Fahrenheit, suffisamment froide pour s'infiltrer à travers sa combinaison après quelques minutes. C'était la fin de l'automne dans l'hémisphère sud, la saison principale pour les grands requins blancs qui suivent l'arrivée saisonnière des phoques. Le grand requin blanc, Carcharodon carcharias, domine ces eaux. Mesurant jusqu'à 15 pieds et pesant près de 2000 livres, il s'appuie sur des poussées soudaines de vitesse allant jusqu'à 25 miles par heure et des tactiques d'embuscade déclenchées par des silhouettes ou des odeurs de proie. Dans les canaux de Varek, près de Guns Bay, il chasse les jeunes phoques qui ressemblent à des plongeurs en combinaison noire. Pendant leurs 10 premières minutes sous l'eau, le duo a enregistré la couverture benthique et documenté la croissance de la canopée de Varek. Ethan a orienté sa caméra vers un canal étroit rempli de coquillages et de fourrures de phoques, preuve d'un repas récent. Il s'est arrêté, conscient de la signification, mais sa curiosité a dépassé sa prudence. Il s'est rapproché pour essayer de photographier une nageoire brisée qui pourrait indiquer une prédation. Depuis le bateau au-dessus, Piet a vu un bref mouvement à la surface. Rien de sérieux, juste une vague inégale. Mais en dessous, le partenaire d'Ethan a vu les phoques se disperser soudainement au-dessus. Le profondimètre d'Ethan indiquait 42 pieds lorsque le premier signe de mouvement est apparu sous lui. Sa caméra a capturé une forme pâle émergeant de l'eau sombre, trop grande et rapide pour être distinguée clairement. Le grand requin blanc est venu directement par en dessous dans une attaque verticale, un comportement normal près des routes de phoques. L'impact a cassé la valve du réservoir d'Ethan, libérant une violente explosion de bulles. Son partenaire a entendu le bruit métallique aigu à travers l'eau et s'est retourné, voyant Ethan tirer vers le bas dans une spirale d'air et de brume rouge. Un nuage de sable s'est soulevé lorsque ses palmes se sont détachées du harnais. Lors du premier passage, le requin a déchiré son épaule et le haut de son corps, la force étant suffisante pour faire tomber son détendeur. Depuis le bateau, Piet et le bénévole ont entendu des coups urgents à travers la ligne de communication et ont vu la montée soudaine de bulles. Quelques secondes plus tard, une nageoire dorsale sombre est apparue à la surface, avançant à travers l'eau dans une courbe lente et régulière. Le partenaire de plongée d'Ethan est de remonter, respirant fort, appelant à l'aide. Ils ont regardé l'eau, mais la couleur avait déjà changé, une tache croissante se répandant à la surface. Le requin est remonté une fois de plus, les mâchoires ouvertes, tenant ce qui ressemblait à un morceau de néoprène noir avant de redescendre. Comme la plupart des grands blancs, il l'a probablement lâché après avoir réalisé que la cible n'était pas une proie, un comportement cohérent avec les attaques d'identité erronées. L'événement a duré moins de 30 secondes, mais pour ceux qui regardaient, il a semblé beaucoup plus long. La caméra d'Ethan, toujours en train d'enregistrer, a capturé une partie de la descente. Les images, plus tard examinées par les enquêteurs, montraient un mouvement violent de l'eau, une obscurité soudaine et de brefs éclairs de blanc du dessous du requin. La caméra s'est détachée et a flotté vers le haut, se posant près de la surface où l'équipage l'a trouvée quelques heures plus tard. Le bruit du réservoir se brisant, suivi par le silence, a marqué les dernières secondes. Les efforts de recherche ont continué tout l'après-midi.
Les plongeurs n'ont trouvé que le réservoir cassé d'éthane et une sangle de palme déchirée. Les courants ont transporté la plupart des débris vers le rivage près de De Kelder. Ce soir-là, la mer est redevenue calme, ne montrant aucun signe de ce qui s'est passé. 2 jours plus tard, des restes partiels ont été retrouvés échoués sur les rochers, correspondant à des charognards post-mortem par des petits requins. Les images n'ont jamais été rendues publiques. Les autorités maritimes l'ont examiné tranquillement et ont conclu que l'attaque ressemblait à une prédation par erreur, une embuscade causée par une faible visibilité et la proximité avec des proies de phoques. Ce qui a commencé comme une recherche s'est terminé dans le silence sous l'eau verte. Mais, à l'autre bout du monde, la curiosité a pris une forme différente. La routine de chasse d'un homme est devenue fatale lorsque qu'un seul poisson a saigné dans le courant. C'était le 9 août 2014 au large de la côte couverte de brouillard de Stillwater Cove en Californie. À l'aube, l'océan était calme, gris et silencieux. Le varech dérivait avec la marée. L'air sentait le sel et les algues. Et le calme rendait l'eau trompeusement sûre. Miguel Herrera avait 29 ans et travaillait comme chef cuisinier à temps partiel dans un restaurant côtier à Salinas. La pêche au harpon était sa façon de se détendre après de longues journées en cuisine. Il ramenait souvent du bar frais pour sa famille, fier de partager quelque chose qu'il avait pêché lui-même. Le voyage de ce matin-là était censé être simple. Une courte plongée avec son cousin Luis avant le barbecue de l'après-midi. Miguel plongeait dans ces eaux depuis des années et faisait entièrement confiance à sa routine. Il était prudent, mais confiant. Avant de partir, il a vérifié le fusil harpon, testé son masque et attaché une ligne de bouée pour suivre sa dérive. Les cousins avaient le prévu de rester à portée de vue les uns des autres, près des lits d'algues extérieurs. Les locaux les avertissent parfois des requins dans cette zone, des formes grises qui suivent les colonies de phoques le long de la baie, mais Miguel l'a ignoré. Les requins étaient un risque connu, mais pour lui, risque ne signifiait pas danger. L'océan était son échappatoire, pas son ennemi. L'eau était froide ce matin-là, environ 53 degrés Fahrenheit. La visibilité n'atteignait qu'environ 15 à 20 pieds. La forêt de varech bougeait sous la surface, ses tiges hautes et fines comme des piliers verts s'élevant vers la lumière. Les poissons se faufilèrent dans l'ombre, disparaissant aussi vite qu'ils apparaissaient. Le seul bruit était le léger tintement des palmes de Miguel contre sa ligne de flottaison et le bruit sourd lointain des vagues frappant les rochers près du rivage. Les grands requins blancs sont des visiteurs réguliers de cette région. Ils traversent les lisières de kelp de la baie de Monterrey attirés par les phoques et les otaries qui se reposent près des eaux peu profondes. Leur chasse est déclenchée non seulement par la vue, mais aussi par l'odeur. La plus petite trace de sang ou de mouvement de lutte dans l'eau peut les rapprocher. Vers 7h30, le brouillard commençait à se dissiper. Luis remarqua des pélicans plongeant de manière erratique près de leur position, signe d'un rassemblement de poissons à pas en dessous. Il le signala, mais Miguel l'ignora, regardant déjà le fond marin pour le bar. Quelques instants plus tard, Miguel en aperçut un entre les frondes de varech, visa et tira. La lance a touché sa cible et le poisson s'est tordu violemment sur la ligne. Du sang coulait dans l'eau en fines rubans rouges. En quelques secondes, le limon et les écailles de poisson ont obscurci la vue, réduisant la visibilité à peine 3 mètres. Luis se souvint plus tard que cela s'était propagé rapidement, presque trop rapidement, disparaissant dans le vert trouble. Bien que les forêts de varech découragent souvent les grands prédateurs, la traînée de sang s'étendait jusqu'à une clairière à la lisière de la forêt, une zone idéale pour une embuscade. Miguel a tiré sur la ligne pour récupérer le poisson, ne sachant pas qu'il avait signalé bien plus qu'un simple succès. Luis a légèrement dérivé en arrière, ajustant sa position. Il a vu le premier éclat de blanc, une forme massive émergeant des profondeurs à une vitesse qu'il ne pouvait pas comprendre. À cette profondeur, la visibilité et le temps de réaction ne lui ont laissé aucune chance d'atteindre Miguel avant l'attaque. Le grand blanc est venu presque directement vers le haut, confondant le mouvement et le sang avec un phoque blessé. L'impact a frappé Miguel par en dessous assez fort pour envoyer son harpon tournoyer vers le haut. Luis a entendu le bruit sourd assourdi à travers son tuba avant que l'eau ne se remplisse de turbulences et de bulles. Miguel a disparu en un instant. Les mâchoires du requin se sont refermées autour de son torse, le soulevant vers la surface avant de le relâcher et de tourner à nouveau. Luis est remonté à la surface, haletant et a crié à l'aide. Un petit bateau de pêche à environ 50 mètres a vu le remous, juste une éclaboussure violente et un ventre pâle roulant à travers l'eau rouge. L'aileron dorsal a traversé la surface une fois, de manière stable et délibérée avant de disparaître. Luis a plongé à nouveau, criant à travers son tuba, mais l'eau était déjà devenue trouble. Il a trouvé une nageoire déchirée dérivant vers le haut, puis le manche de la lance cassée et rien d'autre. Le requin n'est pas revenu. Comme la plupart des attaques d'erreur d'identité, le coup a été bref. Une seule morsure d'essai suivie d'un retrait une fois que le prédateur a reconnu son erreur. Miguel n'est jamais remonté. Luis a nagé jusqu'au bateau, secoué, alors que le courant commençait à emporter les débris. Les bateaux de recherche sont arrivés dans l'heure, amenés par l'appel radio des pêcheurs à proximité. Ils ont fouillé la zone jusqu'au crépuscule, mais n'ont récupéré que la ligne de flottaison de Miguel et des morceaux de sa combinaison de plongée. Le reste a été emporté par la marée
Les enquêteurs ont conclu que le motif de déchirure et la perte de matière étaient compatibles avec une seule morsure exploratoire, probablement causée par un grand requin blanc subadulte mesurant entre 3,6 et 4,2 mètres, se nourrissant près de l'endroit où la forêt de kelp rejoint les eaux plus profondes. Une semaine plus tard, la caméra d'action de Miguel s'est échouée sur une plage rocheuse au sud de la crique, toujours attachée au manche du harpon. La vidéo s'est terminée brusquement, juste un éclat d'écailles de poisson, un mouvement soudain et des bulles remontant vers la surface. Sa famille a demandé à ce que cela reste privé. Les plongeurs locaux ont tranquillement renommé le site en Point Miguel, bien que le nom n'apparaisse jamais sur les cartes ou les plans. L'océan au large de Monterey portait l'odeur du sang. Mais en Australie, le danger est arrivé sans aucun avertissement, juste la lumière déclinante, les vagues lisses et une ombre qui suivait le rythme de la marée. C'était le 14 avril 2016 à Whale Bay, près d'Espérance, en Australie occidentale. Un léger vent de terre gardait la surface plane et calme. Les vagues montaient lentement et se brisaient sur le banc de sable extérieur. Depuis les rochers, la plage semblait immobile. Un petit drone a décollé du parking et s'est maintenu au-dessus de la baie pendant que son opérateur vérifiait la distance et la batterie. Dans son cadre, l'eau était une large étendue de gris-bleu avec un pointe noir se déplaçant vers le canal. Liam Rogers avait 19 ans et faisait une courte pause entre les cours. Le week-end, il donnait des cours pour débutants pour une petite entreprise locale et était connu pour sa patience et pour laisser les autres passer en premier sur les pics bondés. Il préférait les sessions tardives lorsque le vent tombait et que l'eau se calmait. Le crépuscule lui semblait plus calme. Les avertissements affichés étaient là toujours les mêmes et il faisait plus confiance à sa lecture des bancs de sable et des courants qu'à un panneau. Il était venu à Whale Bay pour faire quelques tours avant la tombée de la nuit. Il a vérifié son leash 2 fois, ciré la planche et enfilé une combinaison contre le froid de l'automne. Un ami est resté sur le rivage avec le drone et une petite trousse de premiers secours dans la voiture. Le plan était simple, 3 ou 4 vagues, puis retour sur la route avant la tombée de la nuit. Il avait souvent surfé sur ce rivage au point de le trouver familier et les conditions calmes rendèrent le moment acceptable, même si la lumière baissait. La baie s'ouvrait proprement au sud, le sable était pâle et fin. L'eau sur le banc devenait vitreuse quand le soleil était bas, puis devenait grise à mesure que les nuages s'épaississaient. La marée était en train de baisser. Un seul phoque a fait surface près du canal intérieur et a traversé le haut d'une houle avant de glisser sous l'eau. Le drone a tracé un cercle lent. Vu d'en haut, les séries ressemblaient à de fines bandes glissant vers le rivage et Liam ressemblait à un trait mobile entre la mousse blanche et les voies plus sombres. Les grands requins blancs sont communs le long de la côte sud de l'Australie occidentale où les colonies de phoques se regroupent près des canaux profonds. Pendant l'automne, ils traversent ces eaux en suivant les migrations de phoques qui passent près des vagues de surf. La plupart des attaques se produisent près des bancs de sable où la lumière diminue rapidement et où les silhouettes se brouillent à la surface. Les gens du coin ont dit aux visiteurs que les sessions au crépuscule étaient imprudentes. Un panneau de plage notait une activité récente. L'ami sur le rivage a dit que la lumière diminuait plus vite que prévu et les images du drone montraient que le chenal s'assombrissait en premier. Liam a vu une nouvelle série se lever à l'extérieur et a choisi de rester pour une vague de plus. Le phoque est passé bien à l'intérieur de lui, il ne l'a pas vu. L'eau est devenue plate entre les séries. Il s'est assis près du bord du canal et a regardé vers la bande plus sombre au-delà du banc de sable. Il était à environ 150 mètres du rivage, près d'une section où la profondeur dépassait rapidement 3 mètres avant le banc de sable extérieur. L'opérateur de drone a vu une longue ombre glisser le long du canal intérieur. Elle suivait une trajectoire régulière parallèle à Liam, juste au-delà d'un brin d'algues flottantes. Sur l'eau, il n'y avait aucun signe clair. Liam s'est tourné pour rencontrer la vague suivante et a pagayé à droite pour correspondre à sa vitesse. Dans le cadre, l'ombre s'inclinait vers lui, comblant l'écart sans laisser de traces. L'indicateur de batterie est tombé à une seule barre. L'opérateur a commencé à ramener le drone, maintenant l'altitude pour que l'horizon reste au niveau. Le coup est venu de côté et légèrement en dessous. Le requin a accéléré et a frappé la planche près du tiers avant. L'impact a brisé la fibre de verre et a projeté Liam dans l'eau. 2 promeneurs sur les rochers ont entendu un petit cri, puis le claquement d'une queue et un fort remous. La vidéo de drone montrait un éclair pâle sous la surface et une nappe rouge descendant le courant le long du chenal. Liam a émergé à côté du nez cassé, a tendu la main et donné un coup de pied. La laisse s'est tendue, puis s'est détendue. Il a essayé de grimper sur la mousse restante, mais la demi-planche ne le maintenait pas au-dessus de la vague. Le requin a fait un cercle à distance et s'est rapproché lentement en arc. Il est passé en dessous de lui, a effleuré la planche lâche avec son dos et s'est éloigné. Liam s'est tourné vers le rivage et a essayé de nager près de la côte, mais le courant le long du chenal l'a tiré de côté vers des eaux plus profondes. Le drone a dérivé plus bas et a tremblé dans la brise. L'opérateur a fait signe depuis les rochers et a pointé vers un étroit passage qui traversait le banc de sable. La nageoire dorsale n'a pas brisé la surface. Il y avait une petite bosse et un tourbillon. Le requin est revenu, plus près cette fois, et l'a attrapé à la hanche. La levée fut brève.
Le sang s'est étalé en une feuille plate qui se déplaçait avec le courant vers l'eau bleue. Il a donné un coup de pied et a lâché la planche lorsqu'elle a roulé en dessous. L'eau environnante est devenue opaque. Le drone a cherché du contraste alors que le flux palpitait. L'alerte de batterie faible a clignoté et a figé l'image pendant que l'appareil retournait à la plage. Sur le rivage, l'ami a descendu la piste d'accès avec une bouée de sauvetage et a signalé un véhicule de passage. Les promeneurs ont indiqué le bord du chenal où la couleur se déplaçait avec le courant avant de s'estomper. Un petit bateau de pêche venait juste de passer le point. L'opérateur a levé les deux bras et a crié. En quelques minutes, le bateau s'est incliné à travers le bar. Au moment où il a atteint le point de repère, la zone était plate. Il n'y avait pas d'aileron ni d'éclaboussure, seulement une tache où l'eau tachée glissait vers l'eau plus profonde et se brisait. Les appels de secours ont commencé immédiatement. Une petite embarcation a cherché en aval et a suivi la ligne de courant. Ils ont récupéré le tiers avant de la planche, sa cassure nette et tranchante, et le leash avec un bouchon étiré. Un morceau de néoprène a été trouvé plus tard près des rochers intérieurs. Aucun corps n'a été retrouvé. La carte mémoire du drone contenait 6 minutes de séquence et s'est arrêtée lorsque la batterie était morte. Les enquêteurs ont déclaré que la séquence correspondait à une attaque latérale d'un grand requin blanc au crépuscule, probablement déclenchée par la faible lumière et le passage de phoques dans le canal. Dans les semaines qui ont suivi, les surfeurs locaux ont avancé leur dernière session et ont évité le bord du chenal lorsque la mer devenait calme au crépuscule. L'écart le long de la barre est resté. Une voie sombre qui s'étendait régulièrement vers la mer et disparaissait de la vue. Le ressac à la baie de Wylie est devenu silencieux après la tombée de la nuit. Mais plus au sud, le même silence remplissait un large canal en Nouvelle-Zélande. Là, un homme pagayait seul pour son relevé quotidien. Elles ont enregistré des conditions calmes jusqu'à ce que l'eau commence à bouger sous lui. C'était le 18 janvier 2017 dans la baie de Plenty, au large de l'île de Matakana, en Nouvelle-Zélande. Une légère brume planait au-dessus de l'eau plate alors qu'une légère brise du nord dérivait à travers la marée descendante, poussant des bandes d'algues vers le chenal. Callum Hughes avait 32 ans. C'était un garde-côte travaillant pour un programme régional qui répertoriait les débris du littoral. Il préférait un kayak de tourisme étroit, pour les bords peu profonds où les bateaux plus grands ne pouvaient pas aller. Il a enregistré des positions sur un GPS portable, a noté de courtes mises à jour sur une radio VHF marine et a photographié ce qu'il trouvait pour une cartographie ultérieure. Son travail était soigneux et organisé et il l'aimait comme ça. Il a lancé avant le lever du soleil depuis une rampe tranquille en portant un gilet de sauvetage. Un sac étanche était posé entre ses genoux et une caméra d'action compacte était montée à l'avant pour documenter les amas de débris. Le plan était simple, contourner le bord intérieur de l'île dans le sens des aiguilles d'une montre, vérifier les points d'accrochage le long des bancs de sable et des racines de mangrove, puis traverser la partie la plus étroite du canal avant que le vent ne se lève. Il avait fait des versions de ce circuit de nombreuses fois. Son premier contrôle radio a rapporté de l'eau calme, une dérive régulière et de bons progrès vers le sud en direction du bord du chenal. La baie semblait vaste et pâle, le soleil perçait à travers la brume en nappe, brillant sur le sable et sombre sur la bande plus foncée qui marquait le chenal. Les bancs peu profonds montraient un brun sableux à travers la surface, puis passaient au vert, là où le fond s'enfonçait. Un banc de poissons à pas fit une brève apparition et disparut. Deux raies se sont élevées du sable au passage de son arc et ont glissé comme des cerfs-volants sombres vers des eaux plus profondes. Leur mouvement laissait de lentes spirales dans le limon qui restait un moment, puis disparaissait. Les grands requins blancs patrouillent cette côte en été, suivant les phoques et les raies le long des canaux et des points. Les adultes peuvent dépasser 4,20 m et avoir suffisamment de masse pour pousser ou fissurer une petite coque. Dans l'eau claire, ils gardent souvent leur distance. Dans une lumière plus trouble, ou lorsque l'odeur et le mouvement s'alignent près d'un apic, ils peuvent tester un objet avec un coup de nez ou une seule morsure et se retirer si le signal semble incorrect. L'activité de rayonnement près d'un bord de canal est un attrait commun. Il y avait des avertissements, mais ils semblaient routiniers. Un capitaine de ferry la semaine précédente avait mentionné des observations occasionnelles au large. Un avis papier à la rampe énumérait des mises en garde générales sur les sorties en solo et la faune. Ce matin-là, le premier rapport de Callum comprenait une brève note indiquant que plusieurs raies s'étaient relevées rapidement des bancs de sable qu'il a enregistrés sans commentaire. Il se déplaça plus loin le long du bord du canal pour photographier un nœud flottant de filets et de bouteilles retenues par le reflux. Le moteur d'un petit bateau ronronnait et s'estompa de l'autre côté de la baie. Il a marqué les coordonnées des débris et a tourné la proue pour dégager la zone. Son contrôle radio à 10h15 du matin était calme, avec un plan pour traverser l'endroit le plus étroit pendant que la marée se retirait encore. Alors qu'il réglait sa cadence, une troisième raie a jailli du sable sur sa droite et a filé sous le kayak vers les eaux profondes. Il s'est légèrement appuyé et a continué. La surface s'est lissée et la ligne de déferlement s'est accentuée en une ceinture plus sombre, courant vers le large comme une voie. Il n'a pas vu l'ombre plus grande se lever sous cette ceinture. À 10h17, sa transmission s'est coupée au milieu d'une phrase. Il était à environ 200 mètres des plaines occidentales de Modokana, près de la bordure extérieure du chenal en retrait. Un pêcheur à environ 400 mètres a vu un mouvement brusque et a entendu un bruit sourd avant que le kayak ne se retourne et ne se retrouve à moitié submergé. Le premier impact est venu d'en bas et légèrement à l'avant du cockpit, assez fort pour bosseler la coque et le projeter dehors.
De telles collisions vers le haut sont typiques lorsque les requins enquêtent sur des embarcations basses et étroites qui se découpent comme des raies près des tombants. La pagaie a cliqueté une fois et s'est éloignée. Pendant quelques secondes, il n'y avait qu'une bulle blanche et un bruit de grincement, comme si l'eau elle-même raclait le plastique. Il a émergé à côté de la poupe et a attrapé la ligne du pont. Le kayak s'est éloigné alors que le courant l'entraînait en aval. Il a donné des coups de pied pour réduire l'écart, mais le bateau a tourné et a dérivé latéralement avec le courant. La même forme qu'il avait heurté a tracé un cercle lent à l'extérieur de la visibilité et est revenu en angle, soulevant de l'eau en une basse bosse, puis a de nouveau coulé. Une traînée de mousse a glissé sur la bosse de la coque et s'est brisée. Le deuxième contact a été plus court, le requin a surgi sous son côté droit et l'a saisi à la taille, l'a soulevé et relâché. Comme la plupart des attaques de confusion, il n'est pas revenu après la morsure. La blessure elle-même était grave et le sang s'est répandu en une nappe plate sur la déchirure alors qu'il essayait de se hisser par-dessus le bord du cockpit. Le kayak a basculé et tourné. Il s'est libéré et a tendu la main vers la pagaie lâche alors que la pale a flotté une fois et a disparu sous la proue. Le pêcheur a lancé un mayday et a maintenu sa position sur les débris. Un autre petit bateau a traversé les flats en quelques minutes. Ils ont trouvé une pagaie et le sac étanche dérivant dans des tourbillons séparés. Le kayak flottait bas, son étrave écrasé devant le siège et des empreintes en forme de croissant clair le long de la coque. Les équipes de recherche ont marqué l'endroit et ont commencé à balayer la ligne actuelle vers l'entrée de la baie. Tout au long de l'après-midi, les courants ont étendu le champ de débris jusqu'à ce que seuls des objets épars restent visibles. En début de soirée, les navires de récupération ont hissé le kayak endommagé à bord pour analyse. L'examen de la compression de la coque et des impressions espacées dedans indiquait un seul coup d'essai vers le haut d'un grand blanc estimé à 14 pieds de long. Son GPS de poche enregistrait encore ses dernières coordonnées avant de perdre le signal et la radio diffusait des notes météorologiques calmes suivies d'un bref impact et de parasites. Les enquêteurs ont classé l'événement comme un incident de morsure et de collision près de l'embouchure d'un courant d'arrachement lors d'une activité d'alimentation saisonnière. En pleine mer, il n'y a pas de barrière entre l'homme et le prédateur, mais même l'acier et la réglementation peuvent échouer. En Australie méridionale, une seule imprudence à l'intérieur d'une cage à requins pourrait s'avérer tout aussi impitoyable. C'était le 3 novembre 2013, au large des îles Neptune, près de Port Lincoln, en Australie méridionale. Le matin était gris et sans vent, l'océan reposant plat, à l'exception de la douce pulsation des vagues se déplaçant sous la coque. Un petit bateau de location était ancré juste au-delà des îles, où l'eau bleu clair passait au vert profond, et les opérateurs ont dit que c'était un temps parfait pour une plongée en cage. Ryan Mallory avait 34 ans, un touriste en visite de Perth qui avait économisé pendant des mois pour essayer l'expérience. Il travaillait comme technicien en équipement et passait ses week-ends à tester du matériel de photographie sous-marine sur des récifs près de chez lui. Ce voyage était sa version d'un projet de vacances. En partie vacances, en partie expérience, il avait acheté un nouvel étui étanche pour son appareil photo et voulait le tester en mer. Il avait regardé des vidéos de grands blancs sautant hors de l'eau, mais ne s'attendait pas à un danger derrière une cage en acier. La société de charter était petite et fonctionnait avec des horaires serrés. Il promouvait des rotations courtes et garantissait qu'aux des observations de requins grâce à un appâtage amélioré, une pratique qui frôlait les limites des réglementations. Au lieu de suspendre l'appât à distance, ils ont traîné une tête de thon près de la ligne de la cage, laissant des traînées huileuses dériver dans le courant. Le capitaine a dit que cela permettait aux animaux de rester visibles pour les clients. Ryan ne l'a pas remis en question. Les autres invités étaient joyeux, prenant tour à tour place dans la cage pour de courtes rotations. Il s'est habillé avec deux autres et a vérifié le boîtier de son appareil photo 2 fois avant de descendre l'échelle dans l'eau claire et froide. La visibilité s'étendait sur environ 40 pieds, des bancs de poissons scintillaient près de la ligne d'appât et les barres en acier de la cage brillaient dans la lumière filtrée. Depuis le bas, le récif plongeait dans le bleu ouvert qui se fondait en gris. La température de l'eau oscillait autour de 59 degrés Fahrenheit, froide mais stable. Le manutentionnaire d'appât, au-dessus, balançait paresseusement la tête de thon, envoyant de fines traînées d'huile et de sang à travers le courant. Pendant plusieurs minutes, rien ne bougeait, à part les petits poissons qui se précipitaient pour se nourrir des restes. Les grands requins blancs fréquentent ces îles toute l'année, attirés par les lions de mer qui se reproduisent sur les rochers proches. Ils frappent par élan, utilisant leur museau ou leur mâchoire pour tester les objets étrangers. Les pratiques d'appâtage qui rapprochent la nourriture trop près des structures métalliques peuvent déclencher des charges mal orientées, des erreurs que les animaux puissants ne peuvent pas corriger en plein mouvement. Sur le pont, un plongeur filmant depuis le rail a plaisanté alors que l'appât traînait près de la cage. Le manieur l'a replongé, le laissant osciller à seulement quelques pieds des barreaux. Ryan a ajusté sa bague de mise au point, visant le flou de mouvement de la tête de thon. Quelques secondes plus tard, une forme pâle émergea de dessous, massive, s'élevant rapidement. Le grand requin blanc frappa la ligne d'appât d'un seul élan, manqua sa cible et continua son museau heurtant la barre inférieure de la cage. L'impact secoua toute la structure comme un coup de marteau. Ryan a perdu son équilibre et est tombé en arrière contre la rambarde.
Sa nageoire droite s'est coincée entre deux barres pliées alors que le requin se débattait, la bouche partiellement ouverte, frottant contre le cadre. La cage a tremblé violemment. De tels impacts, bien que rares, sont presque toujours le résultat d'un placement d'appât trop proche des structures de cage. Le museau du requin s'est enfoncé à moitié dans l'espace, ses dents frappant le métal et le plastique. Sur le pont, l'équipage a crié pour que la ligne d'appât soit coupée. Un plongeur a attrapé un poteau métallique et l'a dirigé vers la tête pendant qu'un autre tirait la ligne d'échelle. La jambe de Ryan était toujours coincée. Le requin a tordu une fois de plus, déformant le cadre inférieur avant de s'éloigner dans des eaux plus profondes. La barre s'est pliée vers le bas, laissant un écart denté assez grand pour qu'une partie du corps de Ryan puisse passer à travers. Il saignait abondamment à cause d'une déchirure profonde le long de sa cuisse où la sangle de la nageoire avait serré et coupé sous pression. L'équipage du pont a abaissé le harnais et l'a sorti alors que l'eau devenait rouge. Il était conscient mais pâle, haletant de choc. Le capitaine a appelé à l'aide d'urgence tandis que deux membres d'équipage appliquaient un garrot et de l'oxygène. Environ 40 minutes plus tard, un hélicoptère de sauvetage est arrivé sur le navire et l'a treuillé à bord. Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique avec une perte de sang importante et un traumatisme musculaire, mais les médecins ont ensuite déclaré que l'artère fémorale avait été manquée de moins d'1 pouce. Les autorités ont ensuite inspecté la cage et ont trouvé la barre transversale inférieure pliée vers l'extérieur, avec des marques de frottement correspondant à un contact avec le museau d'un grand requin blanc subadulte. Les enquêteurs ont confirmé que la ligne d'appât avait été placée à l'intérieur de la distance minimale de séparation requise par le Code du tourisme des requins de l'Australie méridionale. La licence de l'opérateur a été suspendue en attente de révision et de nouveaux protocoles de manipulation des appâts ont été émis la saison suivante. Pour l'entreprise, l'accident est devenu un tournant. Chaque cage a été renforcée, chaque équipe réformée. Pour Ryan, la récupération a pris des mois, laissant une claudication permanente et un respect prudent des limites entre curiosité et contrôle. Merci de regarder. Vous avez aimé cette vidéo? Cliquez plus.